Bonjour à tous, bienvenue. Pourquoi est-ce que la France, selon moi, en tout cas l'Union européenne ou les pays de l'Union européenne, et en l'occurrence ici la France, a déjà perdu la bataille de l'intelligence artificielle? C'est la question à laquelle je vais essayer d'apporter une réponse très claire sur deux points bien précis. Avant de continuer, likez, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et commençons donc le sujet de la vidéo. Donc, comme je le disais en introduction, selon moi, les deux points sur lesquels je vais m'atteler, je vais vraiment m'appuyer pour préciser mon propos. Le premier point, c'est la question des compétences. Et le deuxième point sera la question financière. Quand on regarde mondialement, alors il n'est pas très difficile de faire une conclusion et d'en arriver au fait que deux pays se distinguent prioritairement, la Chine et les États-Unis, ou vice-versa, les États-Unis ou la Chine, en matière d'avancée des systèmes d'intelligence artificielle. Prenons par exemple le cas des États-Unis où on a plus de data, plus de données, plus d'informations. Déjà, donc, le premier point, comme je l'ai dit, ce sera la question des compétences. La question des compétences ici va se situer pour moi dans le cadre de la formation. Aujourd'hui, vous pouvez déjà le voir et le constater, les meilleurs ingénieurs en France, tout domaine confondu, quittent la France, soit économiquement ou soit physiquement, mais dans tous les cas, ne souhaitent pas rester en France. Et c'est le cas pour moi et j'en connais bien d'autres personnes autour de moi. Mais derrière ce phénomène se cache quelque chose d'encore plus grossier. On va descendre beaucoup plus bas dans la question de la formation. La question de la formation se joue vraiment à un très bas niveau. Vous prenez, on sait déjà qu'aux États-Unis, l'éducation était très coûteuse. Les grandes universités, le MIT, Stanford, bon bref, Berkeley, toutes ces grandes universités, la manière dont ces universités perçoivent des dons, des sommes colossales pour pouvoir entretenir leur cursus, leur domination sur le marché. On sait déjà très bien que par rapport à la France, ce n'est pas le même modèle. Mais là, n'est pas vraiment véritablement le cœur du problème. Le cœur du problème ici va se situer pour moi au programme éducatif, à la manière dont l'éducation nationale française s'adapte en matière, donc, ici d'intelligence artificielle par rapport au modèle américain. C'est là où se situe le vrai problème. Parce que quand vous prenez, moi, quand j'étais déjà en classe préparatoire scientifique, je me rappelle toujours de ce qu'on m'avait toujours dit et de mes profs. Enfin, même après, vous avez constaté la même chose. Globalement, en France, tous les 5 ans, alors vous prenez, si vous êtes en 2000, vous revenez en 2005, vous voyez que le programme mathématique a changé, quelle que soit la classe en question. Quand il dit a changé, a régressé, bien évidemment, dans le sens négatif. Le programme a été allégé. Alors on va nous dire, oui, on va alléger le programme parce que il y a d'autres matières qui doivent entrer en compte. Les enfants, plutôt que de les apprendre la factorisation, de faire des des divisions, etc. On va réduire ce temps de 2 heures à 1 heure de temps pour aller, je sais pas, faire de l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, c'est le cas. On en parle de ça. Donc, tous les 5 ans, alors ça, c'était déjà à l'époque. Je pense que même aujourd'hui, ça s'est accéléré quasiment même à plus de 2 ans, etc. Mais allez vérifier. En tout cas, minimum, tous les 5 ans, vous prenez quelle que soit la classe en question, de la 6e, 5e, peu importe, collège comme lycée, vous revenez 5 ans plus tard, vous voyez que le programme il a changé, mais en régression. Alors, il a changé, il a régressé, il a été allégé pour certains, pour être remplacé, parce qu'évidemment, ce temps en fait va être remplacé par d'autres activités. D'autres activités, quoi qu'on en dise, je pense que certaines activités peuvent être contestées. Surtout quand on veut que nos gamins
soit demain des futurs ingénieurs capables de proposer et non pas uniquement que de copier ce qui a déjà été fait aux États-Unis. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous prenez Mistral, on a beau se vanter Mistral, start-up française, non, mais quand vous regardez bien à l'intérieur, ce sont des anciens de Google, donc quelque part du système américain. Et moi, je me situe à un point de proposer, de proposer un nouveau cadre, un nouveau paradigme. Parce que si vous ne faites que suivre, jamais vous ne serez leader, en fait. Alors, vous pouvez me dire, oui, c'est déjà très bien d'être capable de suivre, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais jamais vous ne serez leader et vous serez toujours à la merci des Américains parce que, évidemment, c'est eux qui proposent les nouvelles tendances du marché. Et pour revenir à la formation, cela se situe au fait que, pour moi, et encore plus criant aujourd'hui quand je regarde le programme éducatif donc, au niveau des sciences dures, des mathématiques, des physiques, etc., comparé au programme américain ou quoi qu'on en dise de ce pays-là, l'éducation quand même, on vous laisse faire, il y a une certaine forme, on va dire, de direction dans laquelle on va essayer de prendre les esprits qui veulent se lancer uniquement dans les sciences dures, dans les mathématiques, d'y aller vraiment à fond, véritablement pour le coup. Et non mettre quelqu'un comparé en France, par exemple, où vous allez être vraiment bombardé avec tout un tas de notions qui, par la suite, ne vous serviront forcément pas après votre passage à l'université, enfin, dans la vie réelle, de manière globale. Seule une poignée de personnes s'en sortiront. Avantages et inconvénients dans les formations, mais en ce qui concerne, pour le coup, dans le programme éducatif, dans la formation, dans l'adaptation, dans la manière dont l'éducation nationale, en France, par exemple, pourrait accompagner les gamins, les étudiants, les lycéens, dans les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, par rapport au modèle américain. En fait, on est très, très en retard. Vous pouvez me sortir n'importe quel argument que vous voulez. Les chiffres sont là. Il y a beaucoup plus, évidemment, d'ingénieurs compétents aux États-Unis qu'en France. Après, on pourra me dire, oui, la taille, etc. Je ne me situe même pas au niveau de la taille. Je me situe au niveau de toute proportion gardée. Et surtout la manière, la philosophie dans laquelle s'inscrit un pays comme les États-Unis, comparé à un pays comme la France, pour adresser des technologies, le secteur des grandes technologies. C'est à ce niveau-là, parce que aux États-Unis, la théorie du genre ou d'autres sciences molles, sociologie, tout ce que vous voulez, le wokisme, tout le reste, ça vient de là. Mais comment se fait-il qu'au même moment où vous pouvez voir cet aspect-là, et de l'autre côté, quand même avoir des grandes sociétés de technologie où des ingénieurs compétents s'y trouvent, ça me fait basculer cette fois-ci au second point qui va être maintenant sur l'aspect financier. Quand je parle ici de l'aspect financier, je parle ici de la manière dont l'innovation est accompagnée. En France, par exemple, on parle de la dette étant un chiffre très très colossal, plus de 3000 milliards, je crois. C'est surtout en fait comment la dette en fait est utilisée. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas bien compris. Aux États-Unis, une grande partie de la dette va être utilisée pour faire avancer le secteur des grandes technologies, pour faire avancer la recherche, pour que les États-Unis soient toujours numéro 1 dans les nouvelles technologies, dans la proposition des nouveaux schémas de pensée, de représentation de l'information. Parce que à la fin, c'est quoi? C'est toujours une guerre d'hégémonie, de pouvoir. Ça, je pense qu'on l'a compris. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous donne maintenant les paradigmes, les visions qui font que derrière, maintenant, les choses soient accompagnées. Aux États-Unis, les GAFAM, voilà, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, toutes ces entreprises-là sont accompagnées par l'État aussi américain pour continuer à avoir un certain monopole de la part des grandes entreprises américaines. Mais
cette manière de voir les choses fait aussi que derrière, les établissements vont être accompagnés, vont être financés, vont recevoir des sommes colossales, des dons, pour que une forme de technologie, une innovation quelconque soit accompagnée dans sa forme la plus pointue. Contrairement en France où, quand vous prenez l'innovation, je vois des séminaires, j'y vais, j'y participe. Je suis désolé, mais la plupart de l'argent qui est pris, c'est un argent en fait qui est jeté à travers la fenêtre. Et à la fin, on nous sort des beaux PowerPoint. Ok, on a investi 15, la startup a été valorisée. Je vais pas citer le nom, mais bon, vous pouvez quand même comprendre rapidement. Telle startup est valorisée à 15 milliards, 1 milliard d'euros, etc. On va inviter le président de la République, Emmanuel Macron. Mais derrière, c'est du bullshit, en fait. L'argent, en fait, la levée de fonds a été faite parce que derrière, c'est quelqu'un qui connaît telle personne. C'est un réseau, en fait. C'est l'entre-soi. La levée de fonds va s'effectuer autour du réseau des fondateurs. Et les vraies personnes qui ont des vraies idées, qui ont des idées vraiment pratiques, ne vont jamais arriver même à ce niveau-là. Après, on pourra me dire, ça se joue à tous les niveaux, il n'y a pas de souci, mais c'est encore beaucoup plus criant, et c'est ça, un des aspects très, très négatifs en France. Ceux véritablement qui ont des vraies idées, qui ont des vraies choses à proposer, par faute d'avoir un réseau, n'y arriveront jamais au sommet. Et ce sera le petit bourgeois parisien ou de Versailles, bref, qui aura une connexion avec telle personne au niveau du gouvernement qui va recevoir des fonds. Et 1 ou 2 ans plus tard, vous voyez que la start-up en question qui était valorisée soi-disant à plus de 1 milliard ou 800 millions d'euros, il n'y a rien qui a été produit comme système. Voilà vraiment, véritablement ce qui différencie. Alors que, contrairement aux États-Unis, où, avant même la levée de fonds, il y a déjà les prémices de quelque chose de solide, en fait. Parce que c'est vraiment le marché qui va tester quelque part la véracité du produit, du service du fondateur ou des cofondateurs en question. Ou en France, on va beaucoup plus se baser d'abord, en gros, de qui tu connais, l'entre-soi. Je vais m'arrêter là, mais pensez-y, ce sont ces deux aspects-là qui, selon moi, l'aspect éducatif, les formations, qui ne sont pas alignés véritablement avec ce que le marché demande, ce que les grandes entreprises demandent. D'où pourquoi aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent du chômage qui arrive, etc. Mais bien évidemment, ça va vraiment frapper en plein cœur ceux qui ne sont pas vraiment conscients de ce qui va se passer, de ce qui va se passer réellement. C'est de ce qui est en train de se passer. Les usines ferment, les industries, etc. ferment. Pourquoi? Parce que le monde étant global, mondialisé, ailleurs, en Asie, principalement, en Afrique, en tout cas hors Union européenne, on peut produire à bas coût et faire beaucoup mieux même. Ok? Mettez un like, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous bien évidemment. On se revoit la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.